Bonjour à tous, je pense que vous m'entendez bien. Tout d'abord, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue dans les locaux de Lumons. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui a fait beaucoup parler de lui ces dernières années, donc les pollinisateurs. Et pas que les pollinisateurs, leur rôle qui est très important, mais aussi la menace qui pèse sur eux. Alors, à Lumons, on a une grande équipe de chercheurs qui bossent sur ce sujet. Et cette équipe de chercheurs, on a la chance qu'elle ait à cœur de vouloir sensibiliser le grand public à cette problématique des pollinisateurs. Alors, par le biais d'une initiative transfrontalière qui s'appelle SAPOL, Sauvons nos pollinisateurs, Maxime Drossard et Morgane Folschweiser vont nous présenter aujourd'hui toute une série d'initiatives et toute une série de procédés qui sont mis en place pour justement préserver ces pollinisateurs. Et ils vont aussi aborder des initiatives que vous pouvez mettre en place chez vous. Alors, cet exposé, il est dans le cadre d'une grande exposition qui s'ouvrira le 16 octobre, au Citec Lab, à la rue de Houdin. Et cette exposition qui s'intitule « Sauvons nos pollinisateurs » a pour objectif justement aussi de sensibiliser le grand public à cette cause très importante. Alors cette exposition, comme je vous l'ai dit, elle est inaugurée le 16 octobre et elle sera accessible tous les dimanches en libre accès, et à 15h vous aurez la joie de bénéficier d'une visite guidée. Alors maintenant je vais leur laisser la parole. Merci à vous et bonne conférence. Bonjour à toutes et à tous. C'est bien ainsi. Alors, merci Maxime pour cet accueil. Merci à Lumons Extension de nous avoir permis de faire cette présentation. Vous vous en doutez, nous allons parler de pollinisateurs sauvages aujourd'hui. On va aborder la grande diversité qu'on peut retrouver dans nos régions, beaucoup d'espèces qu'on peut retrouver, leur importance pour nos écosystèmes, pour l'homme, mais aussi les menaces qui peuvent planer sur ces espèces malheureusement, mais bien sûr les solutions qui peuvent être mises en place à l'échelle globale, mais aussi à l'échelle citoyenne. Alors, on ne parle pas de pollinisateurs sans parler de la pollinisation. Je vais faire juste un bref rappel. La pollinisation, c'est tout simplement le transfert des grains de pollen des étamines, donc l'organe sexuel mâle d'une fleur, au pistil, qui est l'organe sexuel femelle d'une autre fleur de préférence. Alors ici, vous voyez que ce transfert de pollen s'effectue par le biais d'un pollinisateur, donc là, un bourdon. Il faut savoir que la pollinisation s'effectue à 80% par les pollinisateurs dans nos régions et à 20% par le vent. Alors ici, on voit ce grain de pollen qui est déposé sur le pistil. Il y a émergence du tube pollinique, fécondation de l'ovule, formation d'une nouvelle graine, d'une nouvelle plantule. Le cycle recommence. Donc ici, on voit clairement l'avantage de la pollinisation pour les plantes à fleurs. Elle permet tout simplement leur reproduction. Mais à quoi cela leur sert-il à ces pollinisateurs de transporter le pollen des étamines au pistil d'une autre fleur? Eh bien, tout simplement, on a une relation qui est dite mutualiste. Donc, les deux parties vont tirer vraiment un profit de cette relation par le fait que les pollinisateurs sont phytophages. Ils vont se nourrir de pollen et de nectar. Le pollen assure la source protéique, le nectar assure la source énergétique. Donc là, on a vraiment une relation qui est mutualiste. Mais quels sont ces pollinisateurs qui assurent 80% de la pollinisation de nos plantes à fleurs, cultivées et sauvages? On les répartit en trois grands groupes, donc ces trois grands groupes d'insectes. Le premier grand groupe, ce sont les abeilles, les bourdons, les guêpes, ce sont des hyménoptères. Un groupe qui est plus ou moins connu du grand public, du moins en surface. Et c'est un groupe qui a plus ou moins mauvaise presse parce qu'il possède un aiguillon qui est potentiellement peut piquer. Mais rassurez-vous, la majorité de ces espèces n'est pas capable de nous piquer parce que l'aiguillon est vraiment trop petit pour transpercer notre peau. Donc à part quelques guêpes, quelques bourdons et l'abeille mellifère, la grande majorité de ces espèces est assez inoffensive pour l'homme. Donc ici, on a des caractères morphologiques qui sont bien précis. Donc il est marqué. Des yeux qui sont sur le côté de la tête, qui sont assez échancrés. Des antennes qui sont assez longues. Ça, c'est un critère assez déterminant dans la détermination de l'espèce d'abeille, ou de bourdon ou de guêpe. Et 4 ailes qu'on ne voit pas toujours. Donc ça, vous allez le voir. Le deuxième grand groupe, donc là, il est marqué mouche, mais je vais aller un peu plus loin. C'est le groupe des cirphes. Les cirphes, c'est une famille de mouches. Et là, on a des caractéristiques morphologiques
qui tout simplement font référence aux mouches. On a de très gros yeux, des antennes qui sont assez courtes et 2 ailes. En fait, les cirpes, c'est un groupe qui est assez peu connu. En fait, des 3 groupes, c'est le groupe le moins connu du grand public parce que ce sont des insectes qui sont mimétiques d'autres pollinisateurs comme les bourdons, comme les abeilles, comme les guêpes. Et donc le grand public les confond généralement justement avec ces insectes pollinisateurs. Vous allez le voir ici, on a 2 cirphes et on a 2 hyménoptères. Alors à gauche on a les cirphes, à droite on a les hyménoptères. Tout simplement parce que on peut voir avec les caractéristiques morphologiques, à gauche on a des yeux qui sont assez gros, des antennes qui sont vraiment assez courtes et 2 ailes. Et au contraire des 2 images de droite, où l'on voit les antennes qui sont vraiment assez longues, les yeux qui sont vraiment sur le côté de la tête, voilà, les yeux qui sont assez échancrés et sur le côté de la tête, et 4 ailes, mais là j'avoue qu'on ne les voit pas forcément. Et enfin, le 3e grand groupe, c'est le groupe des papillons. Donc c'est vraiment le groupe le plus connu du grand public, mais aussi scientifiquement. Morgane l'expliquera tout à l'heure. On les distingue par 2 grands groupes, le groupe des papillons de jour et les papillons de nuit. Donc les papillons de nuit, c'est un petit peu moins connu par rapport aux papillons de jour que tout le monde connaît plus ou moins. Et on les différencie par rapport à la manière dont les ailes sont repliées, soit à l'arrière du corps ou soit à plat sur le dos pour les papillons de nuit. Donc voici les 3 grands groupes de pollinisateurs de nos régions. Il faut savoir que dans d'autres régions du globe, on a d'autres pollinisateurs, comme certains oiseaux, comme le colibri, ou certains mammifères, comme les chauves-souris, qui vont vraiment participer à la pollinisation des plantes à fleurs. Mais dans nos régions, on a ces 3 grands groupes de pollinisateurs. Maintenant, on va passer un petit peu en revue la diversité qu'on peut retrouver dans nos régions. Je vais commencer par les abeilles, et Morgane fera les cirphes et les papillons. Alors les abeilles, quand on parle d'abeilles, on parle forcément d'abeilles mellifères, donc l'abeille qui produit le miel et les autres produits de la ruche, et à raison parce que la relation entre l'abeille mellifère et l'homme ne date pas d'hier, elle date de plusieurs milliers d'années, donc on a vraiment dans notre culture cette relation entre l'homme et l'abeille mellifère, mais seulement c'est la face émergée de l'iceberg. Il y a une face, forcément, vous vous en doutez, immergée, qui est beaucoup plus grosse, beaucoup plus mystérieuse, et qui joue vraiment un rôle prépondérant dans la pollinisation des plantes à fleurs sauvages, mais aussi cultivées. Dans nos régions, on a près de 309 autres espèces d'abeilles qui sont, elles, sauvages. Donc ça fait 400 espèces d'abeilles en Belgique. Et pour référence, dans le monde, on a 20 000 espèces d'abeilles. Alors ces abeilles, dans nos régions, elles vont vraiment rivaliser d'une très grande diversité de couleurs, de formes, de tailles aussi, avec, vous voyez, la grosse abeille, c'est le xylocope. On a une espèce dans nos régions, qu'on voit de plus en plus souvent d'ailleurs, une grosse abeille noire avec des ailes violacées, tout à fait inoffensive. Et on a des petites abeilles aussi, qu'il est parfois extrêmement difficile d'identifier. Pour les experts, c'est parfois assez compliqué. Mais on a aussi surtout une très grande diversité d'écologie, avec notamment des différences au niveau du cycle de vie et de la socialité. Je vais prendre la première grande catégorie, ce sont les abeilles qui sont dites solitaires. Ici donc avec le cycle de vie, il commence début mars avec les mâles qui sortent, ils patrouillent, ils attendent les femelles en fait pour forcément l'accouplement. Et puis la femelle qui est fécondée va butiner sur les fleurs pour récolter ce fameux pollen et ce fameux nectar, cette source protéique, cette source énergétique, afin de préparer son nid. Et donc là ici, on voit au mois de mai et au mois de juin que cette femelle prépare son nid avec différentes chambres larvaires. Et dans chaque cellule larvaire, on a un œuf et un pain de pollen. Donc le pain de pollen, c'est un amas de pollen et de nectar afin d'assurer l'alimentation de la larve. Et donc ici, sur ce cycle, en fait, on a quelque chose d'assez intéressant et assez important. On a une partie qui est visible. Donc on voit les mâles patrouiller, on voit l'accouplement, on voit la femelle qui butine sur sa fleur. Donc ça, c'est la partie visible. Mais il y a une partie qui est invisible. Et donc c'est pas parce qu'on n'observe rien à une certaine période de l'année qu'il ne se passe rien. Justement, on est dans la période invisible et on a vraiment le développement des larves qui va permettre le développement des adultes la saison d'après. On a donc cette première grande catégorie, les abeilles solitaires. Il y a une autre catégorie que vous connaissez toutes et tous. Ce sont les abeilles qui sont dites eusociales. Donc là, c'est l'abeille mellifère. Ce sont les bourdons. Donc là, on a fondation d'une véritable colonie avec une reine. On la voit en gris ici, une reine, des ouvrières. Donc là, on a vraiment différenciation de caste, avec des différenciations morphologiques, pardon.
On a un partage de tâches. Donc certaines ouvrières vont aider la reine dans la maintenance du nid et d'autres ouvrières vont permettre l'alimentation, vont aller récolter le pollen et le nectar dans l'environnement extérieur. Et donc on a ces deux grandes catégories et entre deux, on a certaines espèces qui sont un peu entre les deux. Hein. On a vraiment un continuum, on n'a pas un distinguo bien clair et précis. On a des espèces qui sont dites communales. Donc là, ce sont des abeilles qui sont solitaires, mais qui partagent un seul et même nid. Et elles vont avoir chacune une galerie. Donc c'est un peu comme un immeuble à appartement, chacun a son appartement. On a des espèces qui sont sociales facultatives. Donc là, comme le nom le dit, en fonction des conditions météorologiques, en fonction du climat, de la température, on va avoir soit des espèces qui seront sociales, soit des espèces qui seront solitaires. Par exemple, en climat chaud, ces espèces seront sociales, et en climat froid, ces espèces seront solitaires. Et enfin, donc, on a des espèces semi-sociales, sociales. Donc là, c'est vraiment des petits détails qui varient, notamment le recouvrement des générations au sein même de la colonie à un temps donné. Ensuite, on a une grande diversité au niveau de la période d'émergence et de la durée de vol. Certaines abeilles vont vraiment émerger en mars-avril, donc les abeilles printanières. Dès que le beau temps arrive, on voit certaines abeilles qui volent et qui vont butiner sur les saules, par exemple, alors que certaines espèces vont butiner sur le lierre. Et donc, ce sera le lierre fleurit en septembre et octobre. Donc, ce sont vraiment des abeilles qui sont tardives. Elles vont vraiment émerger au mois de septembre. Et d'autres espèces vont vraiment voler pendant toute l'année, comme certaines espèces de bourdons. Ici, donc, sur ce graphique, on voit quelque chose d'assez intéressant, c'est que le maximum de diversité spécifique, donc le maximum d'espèces qu'on peut observer en termes de nombre d'espèces d'abeilles, est observé donc, vers le 10 juin, donc à la mi-juin, c'est-à-dire que si on entreprend des actions de gestion dans des espaces verts, dans des jardins, on va potentiellement impacter une beaucoup plus grande part d'abeilles, et donc ça aura vraiment un impact assez négatif sur un grand nombre d'espèces d'abeilles. On a aussi une très grande diversité au niveau du type de nidification, avec notamment des nidifications dans le bois mort, dans le bois tendre, nidification dans les tiges de bois creux, dans les tiges à moelle, donc dans les hôtels à insectes classiquement. Mais attention, donc, vous le voyez, vous pouvez le lire, seulement 5% des abeilles vont nidifier dans ces hôtels à insectes. Donc ces hôtels à insectes ne constituent pas vraiment un moyen de conservation pour la totalité des abeilles. On aura vraiment un petit cortège bien déterminé qui va profiter de ces installations. Donc ici, vous pouvez voir justement un agrandissement d'une tige de bois creux avec les différentes cellules larvaires qui sont séparées. Et donc là, on a le pain de pollen, là, on a la larve qui va se nourrir du pain de pollen et pouvoir émerger l'année d'après. On a aussi une nidification de l'anfractuosité naturelle et artificielle, étant donné qu'on a de moins en moins d'anfractuosité naturelle, elles vont plus aller dans les anfractuosités artificielles. Et enfin, extrêmement important, 80% des abeilles vont nidifier dans le sol, tout simplement. Mais on a aussi des abeilles qui sont assez originales, des nidifications assez exceptionnelles. Certaines vont nidifier tout simplement dans des coquilles d'escargot. D'autres on les appelle les abeilles maçonnes. Elles vont carrément construire un nid, donc avec un espèce de mortier. Certaines sont appelées les abeilles résinières parce qu'elles vont prélever la résine des pins et elles vont fermer les cellules larvaires et fermer le nid grâce à cette résine. Et enfin, les trois photos du bas, certaines espèces vont agrémenter leur nid d'une petite décoration. Certaines vont prélever des pétales de fleurs, d'autres vont prélever des bouts de feuilles, d'autres des fibres, et donc elles vont tapisser leur nid de ces matériaux pour agrémenter un peu leur nid peut-être. On a aussi des abeilles qui ne récoltent pas de pollen, qui ne récoltent pas de nectar, qui ne fondent pas de nid. Ce sont des abeilles coucou, des abeilles kleptoparasites, qui vont pondre tout simplement dans le nid de leur hôte en détruisant la progéniture de l'espèce hôte, forcément. Et donc là aussi, un phénomène assez intéressant et assez important à considérer, c'est qu'on a une synchronisation entre les émergences de l'espèce hôte et l'espèce parasite. Forcément, si l'espèce hôte émerge au printemps ou en septembre, l'espèce parasite va émerger soit au printemps, soit en septembre. On a aussi une très grande diversité
au niveau du régime alimentaire, avec notamment des adaptations morphologiques qui vont influer sur le type de fleurs butinées. Donc les abeilles à longue langue vont butiner des fleurs qui sont beaucoup plus profondes, des fleurs qui sont beaucoup plus tubuleuses, plus complexes à exploiter, alors que les abeilles à courte langue vont, elles, butiner des fleurs qui sont plus ouvertes, plus simples à exploiter, qui sont plus courtes. Et un peu à l'instar de la socialité, où on a vraiment un continuum, on a aussi un gradient au niveau du régime alimentaire. Certaines abeilles seront généralistes, et donc elles vont vraiment butiner sur une très très large gamme de plantes à fleurs. D'autres sont généralistes, mais elles vont quand même avoir une certaine préférence pour une certaine famille de plantes à fleurs. Et d'autres sont spécialistes, et donc là, elles vont vraiment se spécialiser soit sur une seule famille de plantes à fleurs, ou voire même sur une seule espèce de plantes à fleurs. Donc là, on a vraiment un lien étroit entre une seule espèce d'abeille et une seule espèce de plante à fleurs. Et justement, on va analyser un petit peu ça. Le cas des spécialistes qui sont spécialisés sur une seule espèce de plante à fleurs, on a vraiment besoin d'une très grande quantité d'une seule et même espèce de plante. Donc, d'où l'importance des massifs monofloraux pour les abeilles spécialistes, puisque, par exemple, on va prendre le cas de Chelostopa rapunculi, qui est une petite abeille solitaire spécialiste. Elle a besoin de 18 fleurs pour produire une larve. Or, un nid moyen, ça fait plus ou moins 5 larves, donc on a besoin de 90 fleurs. Et pour une population moyenne de cette espèce, donc entre 100 et 1000 femelles, on a besoin de 10 000 à 100 000 fleurs pour produire justement ces larves. Donc on a besoin vraiment d'une très très grande quantité d'une seule et même espèce de plante à fleurs. D'où l'importance des massifs monofloraux. Voilà, c'est fini pour les abeilles. Je vais laisser la parole à Morgane. Merci. C'est à droite comme ça. Ouais. Ok, merci. Alors moi je vais vous parler un petit peu des cirfes. Qui dans l'assemblée a déjà observé un cirfe et a déjà su différencier d'une abeille? Ok, il y a des entomologistes ici. Alors, donc les cirfes sont aussi très très diversifiés. En Belgique, on a 350 espèces environ. Et ils présentent une très grande diversité de formes, de couleurs, de tailles, avec aussi bien des espèces qui vont être noires et jaunes ressemblant aux guêpes, d'autres qui vont être très velues, d'autres très petites et très fines. Et donc ces insectes se nourrissent de pollen, de nectar et occasionnellement même de miel à deux pucerons. Un comportement aussi qui a déjà été observé chez les cirfes, c'est qu'ils peuvent parfois brouter le pollen qui se coince dans les poils, dans les poils végétaux, donc sur les feuilles. Donc parfois on les voit sur les feuilles à s'activer, c'est qu'ils récoltent le pollen qui s'est pris dans les poils végétaux, mais leur alimentation principale reste le pollen et un petit peu de nectar pour la ressource énergétique. Donc par contre, contrairement aux abeilles, ils ont des choix floraux beaucoup moins spécifiques. Comme ils ont une petite trompe, il leur faut généralement des fleurs plates et ouvertes. Il y a un léger apprentissage durant leur vie, c'est-à-dire que si au début de leur période d'imago, il y avait beaucoup de fleurs d'une couleur, ils vont apprendre à les butiner plus de préférence sur des fleurs de cette couleur ou de cette espèce, mais de manière générale, ce sont des espèces opportunistes. À l'exception de certaines espèces, donc là vous avez un exemple de cirfe qui s'appelle la Rhingia et qui possède là une très longue trompe, une trompe transformée, qui lui permet d'accéder à des fleurs à corolle plus profonde. Une autre exception aussi, ce sont des espèces de cirfes qui se spécialisent sur les plantes qui sont normalement pollinisées par le vent, donc qui ont des fleurs pas très visibles et un pollen de très petite taille. Et donc certaines espèces de cirfes, par exemple, sont spécialisées sur le plantain lancéolé, que vous pouvez voir en photo ici. Donc là, je vous avais vu des exemples d'adultes de cirfes, d'imago, mais ils passent dans la plupart de leur stade sous forme de larves en fait. Donc là, vous voyez sur la gauche des images de différentes espèces de larves de cirfes, différentes larves d'espèces de cirfes. Et donc ces larves ont des écologies par contre beaucoup plus diversifiées que les adultes. Donc les adultes, eux, sont tous floricoles. Par contre, les larves peuvent avoir des écologies vraiment très variables en fonction de l'espèce. Donc on a globalement 3 grands types d'écologies chez les larves de cirfes. La première écologie, c'est les cirfes qui sont phytophages et mycophages. Donc ça, c'est les moins communs. Donc phytophages, c'est ceux qui se nourrissent de plantes. Donc ils vont par exemple miner le bulbe d'une plante ou les feuillages. Et ceux qui sont mycophages, c'est ceux qui se nourrissent donc de champignons. L'autre type d'écologie, ce sont les insectes, les larves de cirfes zoophages. Donc là, elles vont manger d'autres animaux, d'autres petits insectes. Donc ça peut être des petits pucerons. On entend souvent parler des larves qui sont aphidiphages, donc qui mangent les pucerons, mais elles peuvent aussi manger de petits papillons, de petites chenilles, de petites punaises, etc.
Et enfin, il y a des larves qui sont microphages. Donc là, ce sont des larves qui se nourrissent de matières en décomposition, de bactéries, de biofilms, etc. Et donc ces larves de cirphes, en fait, on les retrouve partout dans l'écosystème. Du fond des mares jusqu'en haut des arbres. Donc elles sont vraiment partout. Et pour favoriser les cirphes, il faut obligatoirement favoriser leurs habitats larvaires et d'adultes. Un exemple ici, une espèce qui est très commune dans les jardins, qu'on appelle le cirphe à ceinture ou Epicirphus balteatus. Donc là, lui, sa larve est aphidiphage, donc il est très important dans votre jardin parce que sa larve va se nourrir de centaines de pucerons par jour. Et donc c'est connu comme auxiliaire de culture, un peu comme les larves de punaises finalement. Un autre exemple, l'éristale gluante, donc Eristalistenax. Donc là, on a une espèce qui est mimétique de l'abeille mellifère. Elle y ressemble fort, il faut vraiment se pencher dessus pour arriver à voir la différence. Et donc sa larve vit, elle, dans l'eau, elle est aquatique. Et elle se nourrit de matières en décomposition dans le fond des trous d'eau, des mares, etc. Donc la larve est équipée d'un siphon. Et en fait, ce siphon va avoir la longueur adaptée à son milieu de vie. Il peut mesurer jusqu'à 1 mètre pour une larve qui fait que quelques millimètres. Autre exemple, la volucelle bourdon, qui, elle, pond sa larve dans les nids de bourdon, où elle va se nourrir de détritus, de restes de matière organique et parfois de larves. Donc c'est pour ça qu'on peut l'appeler parasite. Et donc elle est mimétique de l'espèce qu'elle parasite. Donc ici on a un exemple où elle va ressembler à un bourdon terrestre par exemple. Et enfin, un dernier petit exemple, c'est la Cryorhine flavicaude, donc Cryorinara punculi. Donc là, ces larves sont xylophages, mais donc ça veut dire qu'elles mangent du bois en décomposition, et pas n'importe quel bois, uniquement le bois de racines en décomposition dans le sol. Donc l'adulte va pondre à la surface du sol, et lorsque l'œuf va éclore, la larve va par elle-même réussir à trouver, parfois à plusieurs dizaines de centimètres sous le sol, la racine qui va lui permettre de se développer. Ensuite, quelques petites espèces de papillons. Donc là, je pense que vous connaissez un petit peu mieux les papillons, mais il y a quand même de belles anecdotes sur certaines espèces qui vivent chez nous. Donc tout d'abord, les généralités. Donc les adultes se nourrissent principalement de nectar grâce à leur trompe. Donc ils n'ont pas de pièces buccales qui leur permettent de mâcher du pollen, ils ont uniquement une trompe qui leur permet d'aspirer du nectar. Parfois même chez certaines espèces de papillons, la trompe est tellement réduite qu'elles ne peuvent pas se nourrir, qu'ils ne peuvent pas se nourrir à l'état adulte et ils vivront que quelques jours le temps de se reproduire. Donc les papillons butinent de manière opportuniste, mais ils ont une préférence pour les fleurs à longue corolle dans lesquelles ils arrivent à bien accéder avec leur trompe. Donc là, vous voyez un exemple de Sphinx mohoro sur du Buddleia. La longueur de sa trompe est parfaitement adaptée à la longueur de la corolle de la fleur. Les chenilles, par contre, elles sont herbivores, donc c'est-à-dire qu'elles se nourrissent de matière végétale, principalement des feuilles et des tiges, et elles sont spécialisées par contre sur une plante ou une famille de plantes. D'ailleurs, souvent, l'espèce de papillon porte le nom de la plante sur laquelle la chenille est hôte. Donc là, vous avez quelques exemples de chenilles, par exemple la chenille du macaon, qui est très, très remarquable et que vous pouvez voir sur les ombellifères type céleri, etc. Alors les papillons de nuit, donc, comme Maxime avait présenté avant, qu'on appelle aussi hétérocères, ne volent pas forcément de nuit. Donc c'est un groupe taxonomique, mais certains sont actifs la journée. Donc c'est le cas par exemple du Sphinx mohoro que je vous avais déjà montré à une diapo précédente, et aussi de par exemple Autographa gamma. Certains sont actifs de jour, d'autres pollinisent les fleurs la nuit. Ça dépend de l'écologie du papillon, et les deux sont importants. Voilà. Donc une autre petite famille de papillons. Les lycénidés, donc je ne sais pas si vous avez déjà vu ces petits papillons, souvent des azurés bleus ou bien des cuivrés orange, de petite taille. Et donc il faut savoir que chez les lycénidés, il y a un genre qui est le genre Maculinea, qui a une écologie très particulière. C'est-à-dire que les larves sont élevées par des fourmis. Donc comment ça se passe? Un petit descriptif. Donc l'adulte va pondre sur la plante hôte. Et donc, par exemple, la sanguisorbe. Et la chenille va commencer à se développer jusqu'à un certain stade où elle va se laisser tomber par terre. Là, les chenilles de Lasius, donc c'est des chenilles Lasius, des fourmis du genre Lasius vont trouver la larve et la prendre pour une des leurs, la ramener dans le nid où elle va finir son cycle, puis sortir au moment où elle devient un imago. Autre petit exemple, la belle dame. Donc ça, c'est une espèce migratrice dont la chenille se développe sur le chardon.
Donc en fait, on la retrouve partout, d'Afrique jusqu'en Europe. Et cette espèce n'hiberne jamais, ne connaît pas l'hiver, parce qu'elle se déplace. Donc chaque génération de papillons parcourt quelques centaines de kilomètres. Au printemps, elle se déplace vers le nord, et en fin d'été, elle se redéplace vers le sud. Et donc, comme ça, elle ne connaît jamais l'hiver. Et durant les migrations, on peut parfois voir des nuages de papillons baldames qui se déplacent. Et il a même été recensé un papillon qui avait parcouru 500 km en un jour. Donc c'est un papillon très très commun dans les jardins, mais qui détient pourtant des beaux records. Voilà, donc voici pour la petite présentation des pollinisateurs sauvages de nos régions et de leur originalité écologique, on va dire. Mais quel rôle ils jouent finalement? Pourquoi est-ce qu'ils sont si importants pour nous? Pourquoi est-ce qu'on vous sensibilise ainsi? Alors tout d'abord, il y a une importance pour les écosystèmes eux-mêmes, notre environnement, les paysages tels qu'on les connaît. Comme l'a dit Maxime avant, ils participent à la pollinisation de 75 à 80% des plantes à fleurs sauvages. Donc globalement, on peut dire qu'ils contribuent au bon fonctionnement de nos écosystèmes. Donc ça va de la production de fruits, de graines, à la couverture des sols et la prévention de l'érosion, et aussi à l'alimentation de tous les animaux qu'on aime bien. Donc c'est-à-dire que sans pollinisateurs, pas de baies en hiver pour les oiseaux par exemple. Et donc on peut imaginer, ça ne serait pas comme ça, mais on peut imaginer que sans les pollinisateurs, ce sont les plantes qui ne sont pas à fleurs, qui seraient favorisées. Donc on aurait peut-être quelque chose qui se rapprocherait à nouveau de ce qu'on avait au Permien, avec principalement des fougères, des cicadales, des prêles, etc. L'importance pour l'homme ensuite, parce que finalement c'est ça qui parle souvent, ils sont extrêmement importants dans la production de nourriture, donc tout ce qui va être fruits, légumes, noix, légumineuses, et aussi dans l'élevage. Pourquoi? Parce qu'on nourrit notre bétail avec des plantes à fleurs, notamment le soja, la luzerne, etc. Donc là vous avez un petit exemple, un bourdon par exemple sur une fleur de tournesol, ou une abeille dans une fleur de courgette. Et donc sans les pollinisateurs, la fameuse image, un magasin avec les pollinisateurs, un magasin sans les pollinisateurs. Et ce qu'on ne voit pas, c'est qu'il n'y a pas seulement les fruits qui disparaissent, mais il y a aussi tout ce qui va être noix, tout ce qui va être légumineuse, et aussi les viandes et le lait vont diminuer dans les rayons. Donc, sans les pollinisateurs, finalement ça va. Il nous reste le pain et la bière. Mais malheureusement, c'est pas top pour la santé humaine. Donc pas d'alimentation équilibrée, des carences en vitamine A, C, en acide folique, etc., qui créeraient des gros désordres de santé publique, qui nous feraient tous perdre en espérance de vie, qui créeraient une grosse augmentation des maladies cardiaques, etc. Donc ça reste quand même pas très souhaitable. Et concernant l'importance économique, parce que ça parle à certains, même si c'est pas forcément selon nous l'argument principal, eh bien, il y a le service écosystémique de pollinisation. Donc c'est finalement la valeur ajoutée dans la production des cultures par la pollinisation des insectes. Et donc on a une collègue qui a fait des travaux sur ça. Et donc en Belgique, on a estimé la valeur du service de pollinisation pour l'alimentation humaine uniquement, pas le bétail et les biofuels, à 251 millions d'euros par an. Donc sachant que ce montant augmenterait au fur et à mesure que le prix des denrées augmenterait, parce qu'elles deviennent rares. Donc c'est quand même un prix assez élevé, même si par rapport au montant total de la production agricole, ça reste négligeable. Donc il faut se dire que la pollinisation ne représente pas rien d'un point de vue économique, mais qu'en plus, elle est extrêmement importante pour notre souveraineté alimentaire, que même si on pourrait pallier en important, à un moment donné, il est quand même beaucoup plus prudent de garder les communautés de pollinisateurs pour maintenir une souveraineté alimentaire possible dans notre pays. Voilà. Et donc, la question qu'on peut des fois se poser, qu'on nous a déjà posée, c'est pourrait-on compenser le manque de pollinisateurs sauvages, par exemple en mettant des ruches? C'est une idée que beaucoup de gens proposent. Et en fait, Garibaldi et al. A montré en 2013, sur base d'une méta-analyse qui prenait environ 60 types de cultures dans le monde entier, ont montré que les rendements, lorsque l'abeille mellifère est seule pour polliniser, ne sont jamais aussi bons que quand les pollinisateurs sauvages sont là. Donc les pollinisateurs sauvages améliorent les rendements quoi qu'il advienne, et ce, peu importe le nombre d'abeilles mellifères. Donc on peut saturer l'environnement d'abeilles mellifères, on ne pourra pas faire monter les rendements au-dessus d'un certain stade, on rajoute les pollinisateurs sauvages, une diversité de pollinisateurs, et alors les rendements augmentent. Alors pourquoi ça? Parce que les pollinisateurs sauvages sont complémentaires. L'abeille mellifère a un type de taille de langue, une façon de butiner,
et intéressés par certaines ressources uniquement, alors que les pollinisateurs sauvages, eux, représentent une grande diversité d'écologies, vont pas du tout avoir la même façon de polliniser la fleur, pas du tout les mêmes façons de se déplacer dans les massifs de fleurs, etc. Et pourtant, les pollinisateurs sauvages sont menacés. Donc quelques chiffres, c'est la partie pas drôle de la présentation, je suis désolée d'avance. Mais je pense que c'est important de se rendre compte des faits pour ensuite se dire on va agir et on va faire du positif sur base de ces constats. Tout d'abord, le déclin des abeilles en Belgique, donc déjà dès les années 80, parce qu'en Belgique, il y a des communautés de scientifiques plus fortes que dans le reste de l'Europe. Donc dès les années 80 déjà, ici, ils tiraient le signal d'alarme. Et donc à l'heure actuelle, on peut considérer que la moitié des espèces sont rares, en déclin ou disparues. Actuellement, il y a des listes rouges en cours au labo, et les premières tendances montrent de nouveau 40 à 50% des espèces qui sont menacées. Donc voilà, c'est un constat qui est assez inquiétant, parce que 40 à 50% des espèces sur 400, ça en fait beaucoup. Et donc il faut vraiment s'inquiéter de la conservation, de la préservation de ces abeilles sauvages. Pour les cirfes, là, la situation est beaucoup plus complexe, beaucoup plus mitigée, parce qu'en fait, on a très peu de données sur les cirfes. Ils sont tellement peu étudiés qu'on n'a même pas forcément assez de données pour comprendre s'ils déclinent ou pas. Donc, il y a eu des études faites aux Pays-Bas et en Angleterre. Donc, les points rouges, il faut prendre l'Angleterre à droite et les Pays-Bas à droite. Les points rouges montrent une augmentation du nombre d'espèces de cirfes, les points bleus, dans l'inverse, pardon. Les points bleus montrent une augmentation du nombre d'espèces de cirfes, les points rouges un déclin. Et donc on voit que c'est assez mitigé. Donc a priori, pas de très précis. Ce qui se passerait certainement, c'est que certaines espèces profitent du réchauffement climatique, s'étendent, et ça cacherait un peu le phénomène de déclin d'autres espèces qui sont beaucoup plus spécialisées. Mais globalement, les experts annoncent, mais là c'est donc sur avis d'experts, 56% des espèces en déclin. Donc ça veut dire que c'est vraiment un déclin qui est caché, qu'on n'arrive pas à observer. 50% des espèces potentiellement menacées, et malheureusement toujours pas de liste rouge en cours, et on manque énormément de données. Par contre, pour les papillons, là c'est beaucoup mieux connu, notamment parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, de manière bénévole, observent les papillons sur le terrain et encodent ensuite les données en ligne. Donc grâce à l'aide des citoyens et de tous les naturalistes amateurs, on a une excellente connaissance des papillons. Et donc il existe des listes rouges pour la Wallonie et pour la Flandre. Donc en Wallonie, sur 101 espèces, 51% sont menacées et déjà 18 ont disparu. Donc voilà, c'est un constat vraiment alarmant. C'est les espèces rares ou avec des exigences écologiques strictes qui sont les plus touchées. Donc typiquement, tous les papillons dont la larve se développe sur l'ortie ont augmenté, deviennent de plus en plus abondants. Tous les papillons qui avaient des besoins écologiques plus complexes sont en train de disparaître. Les causes de déclin des pollinisateurs, on compte 5 principales causes. La première, l'usage des pesticides, la fragmentation et la perte d'habitat, notamment liée à l'intensification agricole, les changements climatiques et le développement de maladies et les espèces invasives. Donc ça, ce sont les causes qu'on investigue à l'heure actuelle, et on est certain qu'elles ont un impact. Mais ce qui est très compliqué, c'est qu'il y a des synergies entre ces causes. Et donc ça rend le phénomène encore plus compliqué. C'est-à-dire que, par exemple, une abeille qui a été exposée à des pesticides va être plus sensible au développement de maladies, par exemple, ou plus sensible à une canicule lors du changement climatique. Et donc Maxime va vous expliquer un peu, donc face à ce constat un peu négatif, un peu alarmant, comment protéger les pollinisateurs. Et donc nous proposons notre projet SAPOL comme une part de la solution. Voilà, la partie déprimante est passée maintenant. Ça me permet, oui, merci Morgane, de présenter notre projet, le projet SAPOL, Sauvons nos pollinisateurs, qui est un projet interreg, donc interrégional, qui unit 3 versants, donc la Wallonie, le nord de la France et la Flandre, qui réunit 8 partenaires qui vont vraiment œuvrer dans un but commun, qui est la conservation des pollinisateurs sauvages. Donc par exemple, en Belgique, on a Natagora, on a Natuurpunt, donc qui est l'équivalent de Natagora, mais en Flandre, l'Université de Mons, qui est le chef de projet, et l'Université de Liège, qui nous aide vraiment sur les parties plus scientifiques. Alors c'est un projet qui dure 4 ans, on a passé la moitié, donc il se terminera le 31 mars 2020. L'une des originalités de ce projet, parmi tant d'autres,
c'est qu'il unit des organismes d'horizons divers, donc vraiment avec des compétences bien spécifiques. On a des universités, comme je viens de le mentionner, des associations, des organismes publics, donc on a des compétences vraiment bien spécifiques qui vont pouvoir être rassemblées pour aboutir à un objectif plutôt ambitieux. On a un budget de près de 2 400 000 €, dont 50% est financé par le FEDER, donc le Fonds européen de développement régional, et en Wallonie en tout cas financé à 40% par la région wallonne. Le plan d'action, donc ça c'est vraiment le but principal de ce projet SAPOL, mettre en place un plan d'action pour la conservation des pollinisateurs sauvages. Il sera coordonné par les partenaires SAPOL, mais aussi réalisé en concertation avec les acteurs du territoire, donc que ce soit des citoyens, des gestionnaires d'espace, des politiques, tout le monde peut participer à ce plan d'action qui sera aussi adapté aux contextes locaux bien spécifiques. Donc on a vraiment entre les trois versants des différences de prise en compte de la nature, des différences de loi, de budget, d'écologie aussi, de différences au niveau des cortèges de pollinisateurs, même si on est vraiment sur plus ou moins le même. Et ce plan d'action sera aussi basé sur des études scientifiques réalisées à l'échelle locale. Donc ça, c'est assez important pour avoir un plan d'action qui soit vraiment pertinent, réellement efficace. Dans le cadre de Belbis notamment, il y a des études scientifiques. Donc Belbis, c'est un projet fédéral qui est financé par Belspo et qui vise à étudier les causes de déclin des abeilles en Belgique. Donc c'est vraiment du local. Et dans le cadre de SAPOL, il y a aussi un volet scientifique, comme je vais l'expliquer. Donc ce plan d'action, il est prévu pour mars 2019 et c'est un plan qui va vraiment évoluer jusqu'à la fin du projet et même peut-être après, espérons-le. On a aussi 3 grandes actions qui sont complémentaires mais qui n'en sont pas moins essentielles. On a de la sensibilisation du grand public, de la mobilisation des réseaux d'observateurs, donc des naturalistes de la zone transfrontalière et du suivi scientifique des pollinisateurs. Donc ça va vraiment nous permettre de déterminer l'état de santé des pollinisateurs de la région. En gros, améliorer les connaissances que l'on a sur ces pollinisateurs dans cette région transfrontalière. Alors, côté sensibilisation, on a notamment distribution d'hôtels à abeilles et de kits de construction dans les écoles du Pas-de-Calais. On a l'organisation de conférences, des journées pollinisateurs, des visites de terrain, la création d'une exposition transfrontalière. Donc ça, je vais y revenir tout juste après. On a aussi des conseils à destination des citoyens et la création d'une charte pollinisateur que vous voyez ici, qui a été créée il y a un peu plus d'1 an, et Morgane vous présentera un petit peu par après. On a aussi, au niveau des sciences participatives, le grand public peut participer au suivi des pollinisateurs. On voit ça aussi avec, par exemple, le suivi des oiseaux de nos jardins, le suivi des papillons de nos jardins. On essaie vraiment d'embrayer sur cette dynamique et le grand public peut participer à ce suivi des pollinisateurs, des abeilles notamment, ou des cirques ou des papillons de nos régions. On a notamment réalisé des fiches insectes où la personne peut aller consulter une fiche et il y a toutes des informations sur l'écologie de l'espèce, sur la distribution de l'espèce, vraiment un tas d'informations. Et si vous voulez trouver ces fiches, rien de plus simple, vous allez sur le site de SAPOL et vous allez sur les sciences participatives. On a en plus pas mal d'autres publications qui sont vraiment destinées au grand public, notamment des posters qui pourront être distribués à l'issue de la conférence. On a aussi chaque mois une fiche insectes du mois que l'on publie sur Facebook et qui mentionne quelques anecdotes ou quelques informations sur... Oula, le drapeau est en train de tomber. Quelques informations sur certaines espèces. On a aussi, donc en haut à gauche, rédigé une clé simplifiée. Afin de déterminer les pollinisateurs, mais vraiment sur le terrain. Donc si vous collectez par exemple une abeille mais vous ne savez pas du tout ce que c'est, grâce à cette clé vous allez pouvoir aller un petit peu plus profondément sans pour autant que ce soit extrêmement complexe. Vous allez pouvoir la déterminer plus ou moins précisément. Enfin aussi, nous avons rédigé un atlas des bourdons du Nord-Pas-de-Calais. C'est vraiment un travail préliminaire en vue de réaliser un atlas transfrontalier, donc vraiment dans toute la zone interreg, un atlas qui va permettre de vous dévoiler la répartition des différentes espèces de bourdons dans cette zone transfrontalière. Mais donc ici, pour l'instant, c'est juste pour le nord de la France. Au niveau des réseaux d'observateurs, donc c'est vraiment
la mobilisation du tissu naturaliste de la zone transfrontalière. On va essayer de regrouper les bénévoles ou les professionnels, donc par exemple au sein de groupes de travail et au sein de formations destinées uniquement aux professionnels, donc des personnes qui travaillent dans la vie de tous les jours dans la gestion des espaces naturels. On va vraiment les former à identifier les pollinisateurs, les deux grands groupes de pollinisateurs, donc les abeilles et les cirfes, parce que c'est ceux pour lesquels on manque le plus d'informations. On manque cruellement d'expertise, on manque cruellement de personnes qui sont capables d'identifier les abeilles et les cirfes jusqu'à l'espèce. Donc vraiment, il y a un gros travail à faire dessus. Et si vous voulez participer, si vous voulez vraiment être actif dans justement si vous voulez vraiment vous former à l'identification des pollinisateurs, rien de plus simple. Vous allez sur le site de Natagora. Donc c'est Natagora qui gère en Wallonie en tout cas le groupe de travail pollinisateur. Et vous pouvez participer à des visites de terrain et à des formations à l'identification des pollinisateurs. Enfin donc, Maxime en a parlé un petit peu tout à l'heure, cette exposition itinérante qui va donc débuter le 17 octobre jusqu'au 30 novembre. Vous avez un petit peu les informations ici. En semaine, ce sont des réservations. C'est uniquement sur réservation. Et le dimanche, c'est accès libre. Donc, pour toute information, vous pouvez aller sur le site du CITEC qui est juste là. En fait, cette exposition, elle est vraiment interactive, très éducative. On l'a vraiment designée pour qu'elle corresponde au grand public en général, que ce soit pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Chacun peut apprendre quelque chose en sortant, même beaucoup de choses d'ailleurs. Et en fait, on a 4 grandes thématiques. On a une histoire de fleurs, donc l'apparition des plantes à fleurs, les interactions aussi, les premières interactions entre les pollinisateurs et les plantes à fleurs. Une histoire d'insectes où là on voit vraiment les adaptations morphologiques de ces insectes pollinisateurs. Une histoire de sens où là on peut voir que les plantes à fleurs ont pas mal de compétences pour vraiment attirer ces pollinisateurs. Et une histoire de bon sens où là on voit vraiment l'importance de ces pollinisateurs, un peu comme Morgane l'a décrit tout à l'heure, et surtout les pratiques qui peuvent être mises en place à l'échelle citoyenne pour justement participer à la conservation de ces pollinisateurs. Donc ça, c'était un projet plus ou moins à échelle globale, puisqu'on est sur 62 000 km², la zone Interreg, et pour une population de 10 800 000 habitants. Donc c'est vraiment un projet plus ou moins d'envergure. Maintenant, comment est-ce qu'on peut protéger les pollinisateurs à l'échelle citoyenne? Tout d'abord, au travail, dans votre association, si vous en avez une, il est possible de mettre en place des actions de sensibilisation, comme des conférences bien sûr, comme un partage de connaissances, par exemple dans le cadre de parcours didactiques. Donc à l'université de Mons, sur ce campus d'ailleurs, nous avons réalisé un parcours didactique de plantes aromatiques. Donc là on allie l'aspect écologique, puisque ces plantes aromatiques sont extrêmement intéressantes pour les pollinisateurs, elles sont aussi extrêmement intéressantes au niveau culinaire, et elles sont aussi extrêmement intéressantes au niveau médicinal, puisque de par la production d'huile essentielle, elles vont pouvoir être vraiment utilisées dans la médecine. Et enfin, donc, on a différents aménagements favorables aux pollinisateurs qui peuvent être mis en place. Je cite encore l'Université de Mons, puisqu'on a fait quand même pas mal de boulot. Sur ce campus et aussi sur les autres campus de l'université, il y a eu le projet Campus Vert qui visait à valoriser les pelouses qui n'étaient pas utilisées par les étudiants, les valoriser de manière esthétique, parce que c'est quand même beau, de manière écologique, parce que justement, grâce à ces prés fleuris, on fournit des ressources alimentaires, on fournit des types de nidification, des gîtes de nidification, et on a une valorisation qui est aussi économique, puisqu'on a une diminution du coût de tonte, puisque là, on est sur une fauche annuelle, voire bisannuelle, alors que la tonte, forcément, elle est beaucoup plus intensive, et donc on a vraiment une réduction du coût de la tonte. Et enfin, donc, cette charte pollinisateur, cette fameuse charte, c'est une déclinaison du réseau nature de Natagora. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un assez gros réseau et on l'a vraiment décliné pour adapter des mesures pour les pollinisateurs bien spécifiquement. Ces mesures, elles se déclinent en 5 grandes mesures obligatoires pour diminuer l'impact négatif qu'on a sur les pollinisateurs et pour augmenter forcément l'impact positif que l'on a sur ces espèces. La première mesure, renoncer tout simplement aux pesticides chimiques qui sont directement ou indirectement mortels pour les pollinisateurs. Soit par les herbicides, les insecticides, les fongicides. Il existe des alternatives comme le désherbage thermique, comme la lutte biologique, donc pas mal de choses qui peuvent être mises en place afin d'éviter d'avoir recours à ces pesticides.
Ne pas détruire les milieux naturels et habitats des pollinisateurs, forcément, puisque ces milieux naturels contiennent le gîte et le couvert pour les pollinisateurs. Donc si vous voulez impacter positivement sur les pollinisateurs, eh bien, protégez d'abord ces habitats et ces milieux naturels. Respecter la spontanéité de la vie sauvage, laissez la banque de graines du sol s'exprimer. Vous allez voir que si vous laissez l'herbe pousser dans le jardin, il y aura des plantes qui vont pousser de manière spontanée et qui seront parfaitement adaptées au contexte de votre terrain, au contexte de votre jardin. Et donc on aura vraiment une relation entre les pollinisateurs et entre les plantes qui va s'installer. Je ne dis pas de laisser votre jardin entièrement en friche, quoique ça pourrait être bien. Mais on peut avoir vraiment un compromis avec, par exemple, la première partie du jardin qui est gérée de manière beaucoup plus intensive, avec une volonté clairement esthétique. Et donc là, on va prendre comme choix des plantes horticoles. Attention, des plantes horticoles, certaines sont bénéfiques pour les pollinisateurs, d'autres moins. Et justement, à la fin de la présentation, on montrera d'ailleurs un guide qui a été édité par la région wallonne et qui montre qu'il y a, qui décrit 100 plantes horticoles qui sont bénéfiques pour les pollinisateurs. Donc ça, c'est assez intéressant comme livre si vous voulez mettre des plantes à fleurs chez vous. Donc cette première partie de jardin qui est gérée de manière intensive et une autre partie du jardin, le fond du jardin ou qu'importe, qui est gérée de manière beaucoup moins intensive, avec une volonté qui est beaucoup plus écologique, où là on laisse vraiment la nature s'exprimer. Donc on peut vraiment avoir un compromis entre les deux. Privilégier la spontanéité, le semis de plantes sauvages de ma région, c'est de ma région en fait qui est assez intéressant, puisque les plantes de nos régions ont coévolué avec les insectes pollinisateurs de nos régions depuis des millions d'années. Donc si forcément on veut favoriser les insectes pollinisateurs de nos régions, eh bien, il faut favoriser les plantes à fleurs sauvages de nos régions. Et enfin, cette dernière mesure, elle est en fait liée à l'avant-dernière, ne pas laisser se développer des espèces exotiques envahissantes, puisque quand elles sont installées, ces espèces exotiques, il est très très difficile de s'en débarrasser, et on fait même pire. Et ces espèces sont en fait extrêmement compétitives, elles vont entrer en compétition avec la flore indigène pour différents facteurs comme l'espace, comme l'eau, comme les nutriments, comme la lumière, comme les pollinisateurs. Et donc, elles vont forcément gagner la compétition face à cette flore indigène. Et si vous vous rappelez au début de la conférence, je vous ai parlé des abeilles qui étaient spécialistes, qui étaient parfois spécialisées sur une seule espèce de plante à fleurs. Eh bien, si on a une flore indigène qui est remplacée par les espèces exotiques, on aura forcément un impact négatif sur ces espèces qui sont bien spécialisées. On a donc ces 5 mesures obligatoires, mais on a aussi des tas d'actions qui sont volontaires et qui dépendent en fait du temps que vous avez à consacrer, du terrain que vous avez aussi forcément, on n'a pas tous un parc, et aussi de l'argent, puisque forcément il y a certaines mesures qui ne sont pas chères du tout et d'autres aussi qui demandent un peu plus d'investissement économique et énergétique. Et donc ces mesures visent en fait à apporter le gîte et le couvert à ces pollinisateurs, mais je vais laisser la parole à Morgane. Oui, donc je vais vous présenter une petite dizaine de mesures que vous pouvez donc mettre en place chez vous. Donc la première, qui s'applique dans tous les cas, qu'on n'ait pas de jardin, même pas de balcon, on peut le faire, c'est la balconnière de plantes mellifères. Donc c'est vrai qu'on a tendance dans les balconnières, dans les jardinières, à mettre beaucoup de plantes horticoles, type par exemple géranium, et en fait ces plantes-là souvent ne produisent pas ou peu de nectar, quasiment pas de ressources florales intéressantes pour les pollinisateurs. Elles peuvent même se comporter comme des pièges écologiques, c'est-à-dire qu'elles attirent les pollinisateurs par leur couleur vive, leurs grands pétales, et les pollinisateurs n'y trouveront rien à butiner. Donc il est intéressant de remplacer par des plantes qui vont être mellifères, donc horticoles ou naturelles. Et même on peut faire tout type de jardinière avec par exemple des bulbes pour le printemps, donc jacinthe, jonquille, muscari, ou par exemple avec des plantes aromatiques qu'on ne va pas trop prélever pour les laisser fleurir. Ce qu'on peut faire aussi, donc ce qui devient de plus en plus populaire, c'est de semer une prairie fleurie. On peut aussi le faire sans semer, en simplement, mais ça va prendre beaucoup plus de temps, en fauchant et en exportant la matière. Et en issement par exemple des graines qu'on a trouvées dans les champs alentours, on peut obtenir la prairie fleurie de manière plus naturelle, mais on peut aussi la semer. Là, attention au mélange de graines, parce que souvent on nous vend sous le titre de prairie fleurie des mélanges de plantes complètement horticoles, pas de la région, potentiellement pas mellifères. Donc se renseigner un tout petit peu parce qu'il y a vraiment une très grande diversité de mélanges.
et tous ne sont pas forcément pertinents. Se renseigner aussi sur l'exposition de sa prairie, parce qu'effectivement, en plein soleil ou à l'ombre, on ne va pas non plus opter pour les mêmes mélanges. Voilà, la prairie fleurie, c'est une option très intéressante parce que c'est un milieu ouvert qui plaît beaucoup aux abeilles notamment et aussi aux cirques. Une autre option, planter une haie vive avec notamment des espèces de plantes buissonnantes qui vont fleurir. Alors la haie, c'est vraiment très intéressant parce que déjà elle joue un rôle d'accueil pour la biodiversité de manière générale, et aussi parce qu'en fait la haie, ça va être donc des arbres et ils fleurissent finalement en 3 dimensions. Et en fait, ils vont produire beaucoup plus de fleurs que sur la même surface une prairie fleurie. Donc pour une petite surface, beaucoup de ressources. En plus, les premières études réalisées pour le moment au laboratoire montrent que le pollen des essences d'arbres est, en tout cas pour les espèces étudiées, plus nutritif que le pollen d'essences herbacées. Donc en fait, c'est une excellente ressource et en grande quantité. Donc ne surtout pas négliger les arbres et les haies, qui sont a priori le mieux qu'on puisse faire sur une surface réduite. Si vous jardinez, donc déjà si vous avez un potager, le potager en lui-même est déjà intéressant parce que beaucoup de vos plantes et de vos légumes vont fleurir et être intéressantes pour les pollinisateurs. Et ce qui peut être aussi très intéressant, c'est entre vos cultures ou après vos cultures, de semer des engrais verts qui fleurissent de manière intéressante pour les pollinisateurs. Donc vous avez là le trèfle incarnat, la moutarde sauvage, la facélie, etc., qui peuvent être des intercultures intéressantes dans votre jardin, si vous les laissez fleurir. La fameuse parcelle monoflorale dont Maxime vous parlait avant. Donc la parcelle monoflorale, ça peut être une zone de 1 à 10 mètres carrés, par exemple, dans laquelle vous allez mettre une essence de fleurs. Et donc ça va créer une grosse abondance de fleurs, qui va être vraiment positive pour les abeilles spécialistes. Et ce qui est pratique aussi, c'est que toutes les fleurs sont au même endroit. Donc elles peuvent nicher à proximité et ça leur facilite vraiment les allers-retours et l'approvisionnement des nids. Une autre option quand on a peu d'espace, ça va être les plantes grimpantes mellifères. Donc là, vous avez l'exemple de la glycine. Mais une plante mellifère locale très intéressante, c'est le lierre. Donc en ce moment, on a le lierre qui fleurit. Et si vous regardez les plants de lierre dans votre jardin, c'est rempli. Et notamment, il y a une petite abeille qui s'appelle l'abeille du lierre, qui est spécialisée sur cette plante et qui émerge du coup à l'automne pour butiner le lierre uniquement. Donc voilà, le lierre, c'est vrai que c'est une plante qui est mal aimée, qu'on taille énormément. Donc il faut quand même la laisser faire les branches sur lesquelles il va y avoir les fleurs. Et c'est une panacée pour les pollinisateurs. Alors les hôtels à insectes, c'est très à la mode, mais alors celui qu'on vous a mis en exemple ici, c'est pas forcément l'idéal. C'est pas forcément ce qu'on vous recommande. C'est un très grand hôtel à insectes. Alors c'est très joli, c'est excellent pour la sensibilisation parce que là on le repère bien et on va bien voir les abeilles, mais c'est pas très ressemblant aux méthodes de nidification dans la nature. On va conseiller des petits hôtels à insectes qu'on disperse sur son terrain. Comme ça, on est sûr de rencontrer des circonstances plus ou moins favorables. Et comme ça aussi, on ne reproduit pas des énormes populations. On a plein de petites abeilles qui se cachent, qui sont dispersées dans le jardin. Parce qu'effectivement, ces grands hôtels à insectes, ça n'a pas encore été étudié, mais on soupçonne qu'ils augmentent le taux de parasites, en fait. Parce qu'elles reviennent d'année en année, les populations augmentent, et forcément, ça entraîne le développement de parasites, ce qui n'est pas idéal sur le long terme. Alors d'autres options, ça va être de créer des sites de nidification. Donc par exemple, conserver un talus bien exposé et avec peu de végétation. Conserver le bois mort dans un coin de votre jardin, c'est excellent pour les larves de cirque. Avoir un mur de pierre sèche, ça c'est le top du top. D'autant plus s'il y a de la végétation de muret qui se développe dessus, comme des orpins et ce genre de plantes. Et aussi un autre élément qui est très intéressant, c'est les chemins de terre battue. Donc on a tendance à paver ou même à bétonner ou goudronner la plupart des chemins. Et en fait, les chemins de terre battue bien tassés sont excellents pour la nidification des abeilles sauvages terricoles. Donc maintenir ce genre d'éléments chez vous, qui peuvent vous paraître anodins, peut être très important pour les abeilles. Alors, créer une mare. Donc là, c'est particulièrement intéressant pour la nidification des espèces de cirques qui sont aquatiques. Et si vous végétalisez votre mare avec des essences de plantes intéressantes comme la lysimaque ou la salicaire, vous allez aussi aller permettre d'avoir des ressources alimentaires pour les abeilles et les cirques. Autre exemple où vous apportez à la fois le gîte et le couvert en un seul élément, ça va être la spirale d'herbes aromatiques. Donc c'est très esthétique, c'est très sympathique à avoir chez soi. Et en plus, les abeilles peuvent nicher donc dans le mur de pierre,
comme il est en forme de spirale, il y a toutes les orientations possibles. Donc en fonction de à quel point elles aiment la chaleur, etc., elles vont trouver l'endroit qui leur convient. Et si vous laissez fleurir vos herbes aromatiques, en plus elles auront le couvert sur place, elles n'auront même pas à se déplacer. Exactement le même exemple, mais cette fois-ci en plus déstructuré, ça va être les rocailles. Donc les rocailles, ça va être un tas de cailloux, un tas de gravats dont vous ne savez pas quoi faire. Le mettre vraiment sous forme, de manière à ce qu'il draine bien. Et là, vous allez avoir souvent plein de plantes type orpin, etc., qui vont se développer dedans et qui sont extrêmement intéressantes, extrêmement mellifères. Finalement, celui qui demande le moins de travail et qui est le plus efficace, si ça vous tente, c'est la friche fleurie. Donc en fait, la friche, lorsqu'une friche se développe, il y a vraiment une quantité d'insectes qui s'installent très rapidement. C'est impressionnant, je pense que ça dépasse l'efficacité des autres éléments que je vous ai présentés. C'est vraiment la spontanéité de la vie sauvage à l'état pur. Donc par contre, il faut faire attention, dans une friche, il y a des risques de développement d'espèces invasives, etc. Donc ça demande d'être un petit peu surveillé, légèrement entretenu pour pas non plus que ça s'emboise. Mais à part ça, ça va vous demander très peu de travail. Et donc elle va apporter le couvert parce que ça fleurit énormément et quasiment toute l'année. Et ça va vous apporter aussi le gîte, parce qu'en fait, si vous laissez toutes les tiges, toutes les plantes sèches sur pied, les insectes nichent dans les tiges de plantes sèches. Donc il faut même éviter de faucher votre friche avant l'hiver. On peut trouver ça esthétique, hein, les quarts d'air sèches, etc. Et donc c'est un excellent habitat. Donc voilà, une petite liste d'idées. Peut-être que certaines vous ne les connaissiez pas. Et derrière tout ça restent certains principes. Donc le premier, ça va être de maximiser la diversité de fleurs semées. Plus vous diversifiez les fleurs, plus vous avez de chances de satisfaire un grand nombre d'espèces de pollinisateurs, un grand nombre de besoins. Il faut aussi assurer une floraison longue et abondante dans le temps pour être sûr qu'il n'y ait pas de période de carence en fait, durant l'année. Souvent les périodes très difficiles, c'est le printemps, tout début du printemps, le milieu de l'été quand il fait très sec et l'automne. Donc à ces trois périodes-là, vraiment réfléchir à avoir prévu dans son jardin des plantes qui vont fleurir. Essayez aussi d'avoir à la fois le gîte et le couvert à proximité l'un de l'autre. Donc en moyenne, les petites abeilles sauvages peuvent que parcourir environ 300 mètres entre leur nid et les fleurs qu'elles butinent. Donc 300 mètres, c'est pas grand, ça peut être d'un bout à l'autre de votre jardin. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment réfléchir à avoir à la fois le gîte et le couvert sur place. Et enfin, ça c'est important, ne pas faucher ou supprimer la végétation et les fleurs d'un seul coup. Parce que on peut imaginer une colonie de bourdons qui se développe, qui va butiner tous les jours dans le même pré. Du jour au lendemain, plus rien. C'est très gênant. Et donc, on conseille de laisser des zones refuge. Donc, minimum 10% de la surface de vos terrains. Et si possible, éviter de faucher en juin, vu qu'on expliquait que c'est la période où il y a le plus d'insectes. Donc voilà, éviter de faire disparaître toute la ressource florale d'un coup et laisser une zone refuge dans laquelle les larves, les mâles qui dorment la nuit, tout peuvent se réfugier. Donc voilà, devenir refuge pour les pollinisateurs, ça veut dire faire ces 5 mesures obligatoires, plus celles qui vous intéressent parmi les mesures volontaires précisées. Et on a déjà des centaines, donc ça a eu énormément de succès, déjà des centaines de citoyens qui ont inscrit leur jardin. Apparemment, dans le nord de la France, ils en sont même déjà à 500. Et donc voilà, il ne faut pas hésiter à rejoindre le mouvement si ça vous tente, même si vous avez juste un balcon, même si vous avez juste un rebord de fenêtre, ça ne vous empêche pas d'arrêter d'utiliser des pesticides, de mettre une balconnière, de sensibiliser votre entourage. Donc c'est vraiment possible pour tout le monde. Et puis, sur ce, vous avez les coordonnées du site SAPOL, où vous retrouverez toutes les publications qu'on vous a montrées, tous les liens pour les sciences participatives, les refuges pour les pollinisateurs. Vous nous retrouverez aussi sur Facebook. Et si vous avez des questions plus spécifiques et que vous n'avez pas le temps de nous poser après la conférence, il y a nos adresses mail. Voilà. Merci bien. Merci beaucoup. Je vous propose maintenant de passer à la séance de questions-réponses. Donc, je ne sais pas si quelqu'un a une première question à lancer. Comme dit Francesco, c'est toujours la plus difficile. Les autres, généralement, viennent par la suite. Tout est clair. Bon, je vais me permettre de lancer la première, alors, comme ça aidera peut-être les gens pour la suite. J'ai lu un article il n'y a pas très longtemps sur justement le problème que vous avez mentionné sur le fait qu'on favorise les espèces mellifères alors qu'on oublie très souvent en fait les autres espèces. Par exemple, la mairie de Paris a installé énormément de ruches
sur tous les toits de la ville, etc., pour essayer de rentrer dans cette logique de préservation des pollinisateurs, mais en oubliant justement toutes les espèces qui ne produisent pas nécessairement de miel. Alors, au-delà de ce que vous avez expliqué, qu'est-ce que vous pensez pouvoir faire pour influencer les politiques, en fait, à être sensibles à cette cause et à l'importance, en fait, de préserver toute la masse de biodiversité au niveau des pollinisateurs et pas juste les quelques espèces mellifères, en fait. Alors effectivement, c'est vrai que les politiques, pour le moment, se penchent beaucoup sur les espèces mellifères, notamment parce qu'il y a un intérêt économique lié à l'apiculture, etc., à la production de miel. Puis c'est une forme, ça reste dans le domaine un peu agricole et pas biodiversité. Mais pour le moment, on en est encore au stade où on casse les idées reçues. On casse les idées reçues, donc voilà, de dire que quand vous voyez quelque chose sur une fleur, c'est pas forcément qu'une abeille mellifère, ça peut être autre chose. Ça, pour le moment, ça reste encore le plus important du message, je dirais. Pour les convaincre, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure, c'est qu'ils sont complémentaires, les pollinisateurs sauvages. Sans eux, il y aurait vraiment des gros problèmes écologiques. Et ils n'ont pas un apiculteur derrière eux pour les protéger, pour leur donner du sucre s'ils n'ont pas assez à manger, pour traiter contre les acariens quand ils en ont. Si une petite abeille solitaire meurt, c'est toute sa progéniture qui meurt et c'est fini, et personne ne s'en sera rendu compte. C'est encore pire pour les cirfes et les papillons, parce que là, on observe vraiment très peu de choses. Donc voilà, je pense que pour le moment, c'est beaucoup casser les idées reçues. Ça reste encore de la sensibilisation et du tirage de sonnette d'alarme auprès des politiques. Mais il y a quand même une très très forte volonté. Déjà, ce projet a été financé. Donc on voit qu'il y a une très bonne dynamique qui se lance. Et je pense qu'ils se rendent compte de la volonté des citoyens aussi d'agir. Donc ça les aide à s'orienter. Je vais juste rajouter une petite chose. En effet, les politiques, certains gouvernements commencent vraiment à être sensibilisés à la faune pollinisatrice autre que l'abeille mellifère, notamment avec la région wallonne. On collabore énormément dans le cadre du projet SAPOL. Vous connaissez peut-être le plan Maya qui a été lancé en 2010 par la région wallonne et qui originellement avait vraiment pour vocation de contribuer à la conservation de l'abeille mellifère. Et ici, on se tourne vraiment sur les pollinisateurs en général. Donc, on continue à garder cette abeille mellifère qui est vraiment extrêmement importante en termes de sensibilisation et même économiquement, patrimonialement. Mais on a vraiment aussi une grosse volonté de la région wallonne d'élargir ce plan Maya. Et notamment, en mai et en juin, on a participé, on a fait des séances de formation à destination des gestionnaires de communes, des gestionnaires d'espaces verts dans les communes des provinces. On les a formés sur la diversité qu'on pouvait retrouver. Donc c'était plus ou moins cette présentation, mais en un peu raccourci. Donc on les a vraiment éveillés à cette diversité. Et c'est grâce justement à l'intérêt de la région wallonne de vraiment s'élargir. Le micro. Merci. Vous m'entendez? Oui. Que pensez-vous de la concurrence qu'il pourrait y avoir entre l'abeille mellifère et les abeilles sauvages? Parce qu'il y a un tel engouement maintenant pour l'apiculture que est-ce qu'on contrôle vraiment le nombre de ruches qu'il y a par rapport à toute cette masse qui est en train de disparaître? C'est un débat qui est vraiment au cœur des discussions actuellement. C'est vraiment, il y a beaucoup de discussions. Notamment à Bruxelles, il y a vraiment une grosse volonté de contrôler le nombre de ruchers, le nombre de ruches. On devra avoir des autorisations pour avoir des ruches supplémentaires, etc. Donc ils veulent vraiment contrôler tout ça. Les phénomènes de compétition, ça commence à être étudié. Il y a manifestement parfois des phénomènes de compétition entre l'abeille mellifère et les pollinisateurs sauvages, mais tout dépend aussi du contexte dans lequel on est. Si on est vraiment dans un environnement extrêmement diversifié, où on a une surface extrêmement grande, avec beaucoup de gîtes de nidification, de ressources alimentaires, alors là, la compétition sera moindre et même peut-être il n'y aura pas de compétition. Par contre, dans des environnements qui sont extrêmement dégradés, comme par exemple
ici, on est vraiment dans dans le berceau de l'environnement industriel, etc. Là, on assiste parfois à des phénomènes de compétition, mais c'est vraiment le début des études scientifiques là-dessus. Et donc, on ne peut clairement pas dire qu'à chaque fois, il y a une compétition entre abeilles mellifères et pollinisateurs sauvages. Maintenant, il faut appliquer, je pense, le principe de précaution, c'est-à-dire que dans les réserves naturelles, c'est ce que Natagora applique, essayer de ne pas mettre de ruchers dans les réserves naturelles, puisque le but d'une réserve naturelle, c'est de protéger la biodiversité sauvage, et l'abeille mellifère ne constitue pas, en tout cas, l'espèce qui est élevée dans les colonies, n'est pas une espèce sauvage. Et donc, appliquer un principe de précaution et vraiment augmenter les recherches sur cette thématique. En plus du phénomène de compétition, par contre, là, il a été montré scientifiquement qu'il y a des transmissions de maladies. Donc ça, c'est un problème, par contre, qu'on peut plus difficilement gérer. Donc c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on discute beaucoup avec les groupements d'apiculteurs pour se dire que c'est pas la peine de se faire la guerre, qu'il vaut mieux travailler ensemble, et que c'est en restaurant les écosystèmes, en améliorant la santé de toutes les abeilles, qu'on ira vers quelque chose de mieux. Donc en fait, l'idée, c'est pas de se tirer dans les pattes, mais plutôt de travailler ensemble à une amélioration de notre environnement, qui créera forcément une amélioration de la situation entre abeilles mellifères et sauvages. Et un autre point auquel on pense peu, mais qui devrait devenir de plus en plus important, c'est la transmission de maladies, mais liée au commerce d'abeilles. Parce que maintenant, les bourdons sont commercialisés, notamment pour la pollinisation dans les serres. Mais ça se fait de plus en plus de trouver des petits hôtels à insectes avec déjà des osmies dedans. Et ça vient d'Europe de l'Est, de Suisse, etc. Donc non seulement on crée déjà des mélanges de population, des mélanges génétiques dont on ne sait pas s'ils sont positifs ou pas, et en plus potentiellement des maladies peuvent être importées. Sauf qu'à l'heure actuelle, on ne connaît même pas les maladies des osmies, donc on ne peut même pas les contrôler. Donc c'est des questions très sensibles. Là aussi, on devrait appliquer le principe de précaution et éviter d'importer des pollinisateurs. Et si jamais vous devez être lié à du commerce, vraiment être très vigilant et essayer de contrôler la provenance des insectes. Ça va. Est-ce que dans votre interrégion, est-ce qu'on sait déjà quantifier l'avancée positive des jardins qui pratiquent la permaculture, qui sont autant de niches écologiques supplémentaires? Est-ce que vous avez... Il y a un projet sur Bruxelles qui étudie l'importance. Là, c'est des potagers, des jardins citoyens, des jardins partagés. Et effectivement, c'est vraiment des havres de biodiversité dans Bruxelles. Ça joue un rôle très très important. Ils ont même retrouvé des espèces nouvelles pour la Belgique, etc. Donc un effet très positif. Par contre, les lieux en permaculture, je ne connais pas d'études qui étudient l'avant-après permaculture. Il faut savoir que c'est pas si simple que ça. Par exemple, l'idée de pailler, donc en permaculture, on va beaucoup pailler les sols, mulcher. Mais sauf que quand on fait ça, on empêche l'accès aux abeilles terricoles, donc à 80% des abeilles. Donc on ne sait même pas si pailler les sols, c'est positif ou négatif pour les abeilles. Il y a des tas de choses comme ça. C'est plein d'effets partagés. Mais à mon avis, ça peut qu'être positif quand même, parce qu'on favorise quand même la diversité de plantes, on favorise quand même la diversité d'habitats, les cycles de matière organique, etc. Donc c'est forcément mieux qu'une pelouse tondue à ras. C'est un désert écologique, la pelouse bien tondue. Il n'y a vraiment rien qui peut y vivre. Donc voilà. Il y a un engouement certain sur ces jardins que l'on laisse la nature rediriger. En fait, on cultive là-dedans et ça porte ses fruits. Oui, c'est ça. Notamment un site permaculture pour les nuls qui est relativement bien fait, qu'on voit sur Facebook. Et quand on voit tous ces jardins, on se dit, bon, ça va, c'est autant de niches écologiques, donc on devrait pouvoir résister malheureusement au travail incomplet que font les agriculteurs d'avoir arraché les haies qui pouvaient fleurir pour l'industrialisation du matériel. Bon, ce sont normalement les artisans de nos champs et de notre agriculture, mais malgré tout, ils ne font rien justement pour favoriser les niches écologiques. Ouais. Alors c'est vrai que la permaculture, donc c'est ce qu'on parlait avant avec la spontanéité de la vie sauvage, c'est-à-dire qu'avec la permaculture, on utilise les dynamiques écologiques et on s'en sert au lieu de lutter contre. Donc dans l'agriculture conventionnelle, donc la dynamique naturelle, c'est d'évoluer de rien vers la forêt finalement. Et en agriculture, on lutte contre. Chaque année, on remet à zéro. Donc on passe notre temps à lutter contre une dynamique naturelle. En permaculture, on utilise cette dynamique naturelle et on s'en sert. Donc c'est on va dire quelque chose qui va consommer beaucoup moins d'énergie. Donc d'un point de vue pour l'humain, c'est intéressant.
Concernant l'agriculture, alors il y a une ASBL en Wallonie qui s'appelle Natagriwal, qui encadre les agriculteurs pour la mise en place de MAE, d'aménagement, notamment les bandes fleuries dans les champs, etc. Et donc on travaille beaucoup avec eux. Il y a une volonté de la part de Natagriwal de certains agriculteurs, et donc on espère qu'après ça va diffuser, que les bonnes pratiques vont diffuser. C'est un peu comme les agriculteurs qui passent au bio pour un argument économique et puis qui après sont convaincus et convainquent les autres. Donc voilà, il y a une vraie dynamique, mais là encore, c'est pas toujours simple. Le cas des bandes fleuries, par exemple, qui est une MAE qui existe, il y a des financements pour ça, il y a des subsides. Une bande fleurie, il faut déjà avoir le bon mélange de graines. Il y a certains mélanges de graines, comme je vous l'expliquais avant, qui ne sont pas du tout intéressants, pas du tout locaux. Il faut arriver à produire des graines locales, donc ça demande de mettre en place des filières de production de graines locales. Et il faut faire attention où on place les bandes, parce qu'on va mettre une belle bande fleurie au milieu d'un champ de colza et pulvérisée, et on a attiré tous les pollinisateurs du paysage dans la bande fleurie, et après on les tue. Donc c'est ça demande de la technicité, d'intégrer des mesures agroenvironnementales dans les schémas agricoles, et donc c'est quelque chose sur lequel on travaille aujourd'hui pour améliorer au mieux. Pas d'autres questions ? Je vous propose, pour ceux qui voudraient interagir de façon en plus petit comité, de ne pas hésiter à discuter avec nos deux conférenciers. N'oubliez pas qu'ils ont des posters à vous distribuer pour ceux qui le souhaitent, donc n'hésitez pas à aller leur demander. N'oubliez pas aussi que toutes les conférences passées sont visionnables sur YouTube, donc sur la chaîne U11 Conférences. Il y a certainement des choses qui vous intéresseront, n'hésitez pas à aller les revoir. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Au revoir.